En 1931, dans un article intitulé « Sur les propositions formellement indécidables des Principia Mathematica », Kurt Gödel publie un théorème du nom de théorème d'incomplétude. Il y démontre qu'il existe des propriétés mathématiques indémontrables. Ce théorème aura l'effet d'un véritable coup de tonnerre dans la communauté mathématique. Aujourd'hui, on va le démontrer. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'axiomatisation, alors à mon avis elle s'impose avant d'entamer celle-ci. Avant d'attaquer la démonstration, détaillons un peu ce que le théorème prétend. Si vous avez une théorie mathématique, donc grosso modo un ensemble d'axiomes, et qu'elle est suffisamment riche pour décrire l'arithmétique, c'est-à-dire pour faire de simples calculs avec les nombres entiers, les mathématiques usuelles que vous utilisez tous les jours sont parfaitement dans ce cas-là, alors il existe nécessairement des propositions qui ne sont ni démontrables, ni réfutables. C'est-à-dire que vous ne pourrez ni démontrer qu'elles sont vraies, ni démontrer qu'elles sont fausses. Alors il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle les énoncés paradoxaux, qui ne sont ni vrais ni faux. Par exemple, si je vous dis « cette phrase est un mensonge », on a un exemple d'énoncé paradoxal. Si c'est un mensonge, elle a dit la vérité, si ce n'est pas un mensonge, elle dit qu'elle en est un. Eh bien le théorème de Gödel n'a absolument rien à voir avec ceci. Lui, il parle de l'existence d'énoncés, où vous pouvez considérer qu'ils sont vrais et n'avoir aucun problème, ou considérer qu'ils sont faux et n'avoir absolument pas plus de problème. Le plus simple pour se faire une idée de ce dont il s'agit et de surtout comprendre comment une telle chose est possible, c'est d'en aborder une démonstration. Et je vous promets qu'elle restera abordable. On va commencer par parler d'informatique et d'un phénomène connu sous le nom de problème de l'arrêt. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion de programme, on va rappeler ce qu'il faut savoir en quelques mots. Un programme, c'est un ensemble ordonné d'instructions qui a accès à une mémoire dans laquelle il peut écrire ce qu'il veut et le relire plus tard si besoin. Une instruction, c'est très large. Il peut s'agir d'écrire quelque chose dans la mémoire, ou bien de dire à quelle instruction aller, à la place de simplement prendre la suivante. Et éventuellement de faire tout cela en fonction de ce qu'on peut lire à certains endroits de la mémoire. Et comme on le voit ici, un programme peut donc parfaitement tourner indéfiniment en boucle. L'état de la mémoire avant l'exécution est ce qu'on appelle l'entrée ou les entrées du programme. On peut aussi souligner qu'on aime souvent confondre les deux notions instruction et mémoire. On pourrait considérer que les instructions font partie de la mémoire au tout début. Instructions et données sont interchangeables. On peut décider d'interpréter les instructions comme des données, pour les lire ou pour les recopier par exemple, et on peut également considérer les données comme des instructions et tenter d'en exécuter. Et si elles ne correspondent à aucune vraie instruction, il suffit de simplement s'arrêter. Une question qu'on se pose souvent en informatique, c'est de savoir si un programme lancé sur telle ou telle entrée va s'arrêter ou non. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'aura plus d'instructions à exécuter, ou est-ce qu'il va tourner en boucle infiniment? Et comme on est tordu en informatique, on aimerait faire un programme qui répondrait à cette question pour nous. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut démontrer en quelques lignes qu'on ne peut pas construire de tels programmes. Ce qu'on désire construire, c'est un programme qu'on va appeler stop, qui prend deux entrées, un autre programme, prog, et une entrée e qu'on pourrait donner à prog. Le travail de notre programme stop consisterait à nous répondre 1 si prog exécuté sur e s'arrête et 0 sinon. On va démontrer par l'absurde qu'un tel programme ne peut exister, c'est-à-dire qu'on va supposer que stop existe et montrer une incohérence. On dispose donc de notre programme stop et il est tout à fait possible de l'utiliser pour écrire d'autres programmes. Et c'est ce qu'on va faire. On va construire un programme qu'on va appeler paradox. Paradox prend une entrée e et commence par appeler stop pour lui demander si lorsqu'on interprète e comme un programme et qu'on l'exécute sur lui-même interprété comme une donnée, on va s'arrêter. En fonction de la réponse de stop, paradox va faire en sorte de tourner en boucle si stop a répondu que e sur e s'arrête et va s'arrêter sinon. Pour le moment, on n'a aucun problème. On a supposé l'existence de notre programme stop et on a construit avec un programme certes tordu, appelé paradox, mais tout va bien. Les deux programmes dont on dispose peuvent être lancés sur n'importe quelle entrée, et on va choisir une entrée particulière. On va tenter de savoir ce qui se passe lorsqu'on lance stop sur paradox, c'est-à-dire savoir ce que stop va nous répondre si on lui demande si exécuter paradox interprété comme un programme sur paradox interprété comme une donnée va s'arrêter ou non. Pour suivre plus facilement, je remplace ici les entrées de nos deux programmes par les entrées particulières qui nous intéressent. On va observer une contradiction. Si stop paradox renvoie 1, alors il considère que paradox lancé sur paradox va s'arrêter. Mais si on regarde la définition de paradox, lorsque celui-ci est lancé sur paradox, il appelle en interne stop paradox. Et dans notre cas où il renvoie 1, il fait en sorte de tourner en boucle. Et le programme stop s'est donc trompé sur ce qu'il affirmait.
A l'inverse, si stop paradoxe paradoxe renvoie 0, alors il considère que paradoxe lancé sur paradoxe va tourner en boucle. Mais si on regarde la définition de paradoxe, lorsque celui-ci est lancé sur paradoxe, il appelle en interne stop paradoxe paradoxe. Et dans notre cas, où il renvoie 0, il fait en sorte de s'arrêter. Et c'est toujours incompatible avec ce que stop disait. On a donc réussi à construire une contradiction venant de notre unique supposition de départ qu'un tel programme stop existait. Et donc nous venons de démontrer qu'un tel programme n'existe pas. On sait donc maintenant qu'il est impossible de construire un programme ou une procédure capable de vous dire si un autre programme va s'arrêter sur telle ou telle entrée. Mais c'est quoi le rapport avec la notion de démonstration? On va y venir. Si vous vous souvenez de l'épisode sur l'axiomatisation, vous pouvez en extraire deux choses. La première, c'est qu'une démonstration formelle, à l'aide d'axiomes, est si fine qu'elle est parfaitement automatisable. Par exemple, si vous avez un axiome qui vous dit « lorsque A, alors B », un autre qui vous dit « lorsque B, alors C » et que vous savez que vous avez A, alors vous pouvez les brancher ensemble et conclure que vous avez C. C'est très mécanique. La seconde chose, c'est qu'une démonstration n'est rien d'autre qu'un arbre décrivant comment brancher vos axiomes et vos résultats intermédiaires pour aboutir à votre objectif. Constatant ces deux choses, on pourrait donc, si on le désirait, écrire un programme qui parcourrait toutes les démonstrations possibles. Il suffirait en fait qu'il commence par envisager tous les petits arbres de démonstration, puis on considère de plus en plus gros. On pourrait fournir à ce programme de parcours de preuve une propriété P et lui dire de s'arrêter lorsqu'il trouverait soit une démonstration de P, soit une démonstration de son contraire. Ça prendrait un temps vertigineux, mais on est sûr qu'au bout d'un moment, ce programme finirait par tomber sur un arbre de démonstration soit de P, soit de son contraire, à la condition suffisante qu'une de ces deux démonstrations existe. Et c'est le point qui nous intéresse. Récapitulons. On a d'une part des programmes, des entrées et des propositions de la forme le programme P1 avec l'entrée E1 finira par s'arrêter, le programme P2 avec l'entrée E2 finira par s'arrêter, etc. Pour tous les jeux d'entrée et de programmes possibles. On va appeler ces propositions les propositions PI. On sait d'autre part que lorsqu'on a une théorie axiomatique, alors vous avez la possibilité d'écrire un programme parcourant les démonstrations possibles qui finira par tomber à coup sûr au bout d'un moment sur une démonstration de la proposition qui nous intéresse ou de son contraire lorsqu'il en existe une. Et on a également le problème de l'arrêt qui nous dit qu'il est impossible d'écrire un programme vous disant si un autre va s'arrêter ou non. Donc nécessairement votre programme qui parcourt toutes les démonstrations va parfois se retrouver impuissant. C'est-à-dire que parmi les propriétés d'arrêt de certains programmes, parmi les PI, il y en aura certaines pour lesquelles il ne terminera jamais. Et la seule raison pour laquelle il fera ceci, c'est qu'il ne passera jamais sur une démonstration ni de la propriété, ni de son contraire. On a donc parmi les PI des propositions n'admettant pas de démonstration. Elles sont parfaitement indémontrables et irréfutables. Donc voilà, on vient de démontrer le théorème de Gödel. Mais on va en dire un peu plus pour essayer de voir le phénomène sous un autre angle. On va parler de la notion de modèle. Lorsque vous avez une théorie constituée d'axiomes, on appelle modèle n'importe quelle structure dans laquelle vous pouvez vérifier ces axiomes. On va voir un exemple, c'est assez simple. On va reprendre les axiomes de Peano pour l'arithmétique issus de la vidéo sur l'axiomatisation. On va considérer pour le moment uniquement les trois premiers pour illustrer la notion de modèle. En lisant ces trois axiomes, vous pouvez imaginer facilement une structure comme celle-ci, comme la structure de nos entiers classiques ordonnés et commençant par 0. Mais toujours avec uniquement ces trois axiomes, on pourrait parfaitement envisager aussi cette autre structure, qui n'a pas besoin d'être d'un seul tenant ni d'être filiforme. Elle vérifie parfaitement nos trois axiomes. Il y a bien un élément noté 0, il y a bien un unique successeur à chaque élément, et 0 n'est successeur de rien. Notre modèle peut contenir des petites boucles d'éléments rattachées à rien, et ça reste cohérent. Enfin, on pourrait aussi envisager d'autres structures, où à côté de notre chaîne commençant par 0, on trouverait des chaînes infinies, et là encore, ça vérifierait bien nos trois axiomes. Si on se met à considérer le quatrième axiome, alors la structure arborescente n'est plus possible, car des éléments ayant le même successeur n'ont plus le droit d'être différents. Si on considère le dernier axiome, alors ça va retirer les boucles d'éléments, et je laisse les plus curieux le soin de le démontrer, ça vous fera un petit problème intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un ensemble d'axiomes, on peut a priori associer plusieurs modèles les vérifiant. Et ce qu'on aimerait, c'est que nos axiomes ne laissent la possibilité que du modèle 1, correspondant donc à nos entiers classiques. Malheureusement, c'est là que se trouve le gros problème. Il n'est pas possible de trouver un ensemble d'axiomes satisfaisant assurant que seul le modèle 1 marche.
il y aura toujours la possibilité d'embarquer avec notre chaîne d'entiers classique des chaînes d'entiers non standards infinies, vérifiant également nos axiomes comme dans le modèle 3. Pour comprendre le rapport entre ces remarques un peu mystiques et le théorème de Gödel, on peut reprendre une très bonne analogie présente sur le forum de Less Wrong. Les chats sont petits, certaines petites bêtes sont innocentes, alors les chats sont innocents. Cette phrase sur le plan logique est bien sûr totalement fausse. Pourtant, il existe des modèles dans lesquels les prémices et la conclusion de cette proposition sont vraies, et d'autres modèles dans lesquels la conclusion est fausse. Dans le cas des entiers, c'est la même chose. Comme il est impossible avec une théorie axiomatique de fixer l'ensemble des modèles des entiers à uniquement celui des entiers classiques, eh bien on se retrouvera comme dans l'exemple de Less Wrong. Parfois, certaines propriétés seront fausses à cause de modèles faisant intervenir des entiers non standards, alors qu'elles auraient été vraies si on avait considéré que le modèle des entiers classiques. Ce qui impliquera que notre propriété sera bien indépendante de nos axiomes, et c'est pour cette raison qu'elle sera indémontrable. Donc tout ce qu'on a dit vient du fait qu'il n'est pas possible d'axiomatiser de manière satisfaisante les entiers, et qu'il est bien sûr beaucoup plus difficile d'imaginer ce que peut être un entier non standard que même un chat non maléfique. Comme vous avez pu le voir, à aucun moment on n'a supposé quoi que ce soit sur notre ensemble d'axiomes. Car une réaction naturelle serait de vouloir ajouter des axiomes pour pouvoir démontrer davantage. Mais la démonstration du théorème de Gödel resterait exactement la même, et c'est pour cette raison qu'il se nomme théorème d'incomplétude. Car quelle que soit la manière dont vous y prenez, il existera toujours des propositions indémontrables, quel que soit votre système d'axiomes. Votre théorie sera toujours incomplète. Les vérités mathématiques ne sont pas résumables de manière compacte à un ensemble de principes. Si vous vouliez tout savoir, vous n'auriez pas d'autre choix que d'admettre et d'apprendre par cœur un nombre infini de vérités. Et c'est ça le coup de tonnerre que Kurt Gödel a fait retentir au début du siècle. La démonstration que vous avez vue n'est pas celle de Gödel, qui serait bien sûr beaucoup plus rigoureuse et surtout a été faite avant que la notion de programme ne soit bien maîtrisée. Dans son article original, il donne même des exemples de propriétés indémontrables. L'une des plus célèbres est qu'il est impossible de montrer qu'une théorie n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble d'axiomes et qu'ils ne sont pas cohérents entre eux, si c'est le cas, un jour vous pourrez peut-être vous en rendre compte en tombant sur une incohérence. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous ne pourrez jamais le démontrer, jamais en être sûr. On ne peut pas démontrer que les maths ne sont pas contradictoires. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis, à le partager, et si vous souhaitez encourager la chaîne, n'oubliez pas d'y souscrire.